Monsieur, éloignez-vous du véhicule et montrez-moi vos mains. La voix de l'agent résonna dans le parking. Théodore se retourna lentement, confus. Il y a un problème, agent, demanda-t-il calmement. Nous avons reçu un rapport concernant une personne suspecte qui surveillait des voitures de luxe. Je lisais juste un message de ma petite fille avant de faire quelques courses, explique Théodore. Retourne-toi et pose tes mains sur la voiture. Maintenant. Les clients s'immobilisèrent, fixant Théodore, blotti contre son Explorer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme soi-disant suspect avait passé 22 ans à défendre leur liberté. Avant d'aller plus loin, imaginez ceci, une simple séance de shopping qui changera à jamais la vie d'un vétéran décoré. Théodore, Teddy, Harrison gara son Ford Explorer sur le parking du centre commercial Northwood. À 52 ans, ce major des marines à la retraite affichait toujours une posture militaire. Son polo Ralph Lauren et son pantalon kaki étaient impeccables. Il attrapa sa serviette en cuir et consulta son téléphone. Un texto d'Emma le fit sourire. « J'ai hâte de te voir, grand-père. Choisis quelque chose de sympa. » Sa petite fille de 10 ans était la lumière de sa vie. Après avoir perdu son fils David dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, Emma était devenue sa raison de vivre. Sa mission aujourd'hui était simple, lui trouver le cadeau d'anniversaire idéal. Théodore verrouilla sa voiture et se dirigea vers l'entrée du centre commercial. Sa pension militaire lui permettait de vivre confortablement, mais il préférait rester discret. Inutile d'attirer l'attention. En traversant le parking, il remarqua que des gens l'observaient. Rien de nouveau. Sa peau sombre semblait toujours attirer les regards par ici. Les voitures de luxe qui l'entouraient appartenaient probablement à des gens qui se demandaient pourquoi il était là. Il sortit son téléphone pour consulter la liste de souhaits d'Emma. Elle voulait un nouvel ordinateur portable pour ses candidatures universitaires. Best Buy avait certainement quelque chose d'approprié. Près de l'entrée, un agent de sécurité du centre commercial l'observait attentivement. Théodore lui adressa un signe de tête poli et continua son chemin. Ses 22 années de service militaire lui avaient appris à garder son calme en toute situation. Il avait servi en Irak et en Afghanistan et avait pris sa retraite avec les honneurs en 2018 après une magnifique cérémonie où un amiral l'avait personnellement remercié pour son service. Maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était être un bon grand-père. Ce que Théodore ignorait, c'est que quelqu'un avait déjà appelé la police pour signaler un homme suspect, regardant des voitures de luxe. Derrière lui, une voiture de police s'est garée sur le parking. Que se passerait-il lorsque les policiers confronteraient Théodore? La vérité sur ce soi-disant suspect allait choquer toutes les personnes impliquées. Le sergent Blake Morrison et l'agent Kyle Peters ont répondu à l'appel. Ils n'ont posé aucune question. Ils ne se sont pas identifiés. Ils ont simplement agi. Retourne-toi et mets tes mains sur la voiture, ordonna Morrison. Théodore resta calme. Monsieur l'agent, je crois qu'il y a une erreur. Je suis juste là pour faire des courses pour ma petite fille. Tout le monde a une histoire, rétorqua Peters. On les a toutes entendues. Théodore garda les mains visibles et parla clairement. Je suis un commandant des marines à la retraite. Je peux vous montrer ma carte d'identité militaire si vous le souhaitez. Morrison saisit brutalement le bras de Théodore. Personne ne t'a demandé ton histoire. J'ai servi ce pays pendant 22 ans, continua Théodore avec assurance. Ma carte militaire est dans mon portefeuille. Bien sûr. Et je suis le président, ricana Peters. De nos jours, tout le monde est un héros de guerre. Alors que Théodore cherchait lentement sa poche arrière, Morrison le plaqua contre la voiture. J'ai dit, main en l'air. J'essayais juste de te montrer ma carte d'identité comme tu me l'as demandé, dit Théodore, toujours calme. On ne t'a rien demandé, rétorqua Morrison. On t'a dit de garder les mains en l'air. L'entraînement militaire de Théodore prit le dessus. Rester calme. Suivre les ordres. Ne pas envenimer la situation. Il avait déjà été confronté à des situations hostiles, mais jamais de la part de ses compatriotes américains. S'il vous plaît, officier, dit-il doucement. Laissez-moi vous montrer ma carte d'identité. C'est un malentendu. Morrison sortit les menottes. Le seul malentendu, c'est que vous nous prenez pour des imbéciles. Les gens ont commencé à se rassembler. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer. Théodore sentit l'acier froid claquer autour de ses poignets. Des décennies de bons et loyaux services,
et voilà comment il était traité dans son propre pays. Mais la situation allait empirer. Et ce que les officiers ignoraient à propos de Théodore allait bientôt tout bouleverser. Les menottes s'enfonçaient dans les poignets de Théodore tandis qu'un petit attroupement se formait sur le parking. Les gens regardaient. Certains filmaient. On dirait qu'on a un dur à cuire, cria Morrison d'une voix forte. Il voulait que tout le monde l'entende. Il se croit spécial. Théodore gardait la tête haute. Sa discipline militaire lui avait appris à rester digne en toutes circonstances. Il ne résistait pas. Il ne discutait pas. Il restait immobile, calme. C'est embarrassant, murmura une femme. Il fait probablement semblant d'être innocent. Il est probablement sous l'emprise de drogue, marmonna un autre. Mais un jeune homme s'est alors avancé. Il portait un t-shirt des Marines américains. Attendez une minute, dit-il. Je connais cet homme. C'est un militaire. Il a pris la parole à notre réunion des vétérans le mois dernier. Peters l'ignora. Reculez. Rien à voir ici. Le jeune vétéran réessaya. Messieurs les officiers, vous faites une erreur. Cet homme a servi notre pays. Monsieur, je vous demande de vous éloigner, dit Morrison d'un ton sec. Théodore voulut remercier le jeune homme, mais il resta silencieux. Parler ne ferait qu'empirer les choses. Morrison attrapa le bras de Théodore et le conduisit à la voiture de police. Allons-y, héros. C'est l'heure de faire un tour. La foule le suivit. Les téléphones cliquèrent. Les vidéos tournèrent. Théodore savait que tout serait en ligne en quelques minutes. Il pensa à Emma. Elle serait anéantie de voir ça. S'il vous plaît, dit doucement Théodore. Vérifiez ma carte d'identité. Elle est dans mon portefeuille. Trop tard pour ça, répondit froidement Peters. Tu as eu ta chance de coopérer. Ils ont poussé Théodore à l'arrière de la voiture de police. Sa serviette en cuir a été jetée négligemment dans le coffre. Personne n'a pris la peine de regarder à l'intérieur. Alors que la voiture s'éloignait, Théodore aperçut les visages sur le parking. Certains curieux, d'autres critiques, d'autres encore dégoûtés. Le jeune vétéran secoua tristement la tête. L'humiliation était totale. Mais les officiers ignoraient qu'ils venaient d'arrêter un héros de guerre décoré. Et la vérité allait bientôt les rattraper. Le capitaine Robert Sullivan travaillait dans la police depuis 10 ans. Il avait vu toutes sortes de criminels. Lorsque Morrison et Peters amenèrent Théodore, Sullivan leva à peine les yeux de ses papiers. « Que avons-nous » demanda-t-il. « Activité suspecte au centre commercial » répondit Morrison. Le type observait des voitures de luxe. Il est devenu agressif à notre approche. Sullivan n'a même pas cligné des yeux. Toujours la même histoire. Il n'a pas pris la peine de demander des détails. La parole des officiers suffisait. Théodore était assis sur une chaise métallique inconfortable, toujours menottée. Ses poignets lui faisaient mal, mais il ne se plaignait pas. Il avait connu pire pendant son service militaire. Un nom, demanda Sullivan sans lever les yeux. Théodore Harrison. 52 ans, répondit calmement Théodore. Sullivan a saisi ces informations dans le système. Pas de casier judiciaire. Pas de mandat d'arrêt en cours. Rien. Adresse ? Théodore a donné son adresse. Sullivan l'a noté. Alors, monsieur Harrison, vous voulez me dire ce que vous faisiez vraiment dans ce centre commercial ? J'étais en train de faire des achats pour l'anniversaire de ma petite fille, répondit Théodore sans broncher. Sullivan leva enfin les yeux. Bien sûr. Et je suppose que vous étiez justement à traîner près des voitures de luxe. J'ai garé ma voiture là, expliqua Théodore. Je lisais un texto de ma petite fille. Bien sûr, murmura Sullivan. Bien sûr. Il se renversa dans son fauteuil. Écoute, on peut faire ça facilement ou à la dure. Dis-moi juste ce que tu comptais voler. Théodore prit une grande inspiration. Capitaine, je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit. Je suis un commandant des marines à la retraite. J'ai servi ce pays pendant 22 ans. Le visage de Sullivan resta impassible. Il avait entendu toutes les excuses possibles et imaginables. L'histoire militaire était un mensonge courant chez les criminels en quête de sympathie. Officier Morrison, avez-vous trouvé une pièce d'identité sur lui ?
Nous avons son portefeuille mais nous ne l'avons pas encore vérifié. Sullivan hocha la tête. Bon, pas d'urgence. Mais ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur de ce portefeuille et ce qu'ils allaient bientôt apprendre sur Théodore allait bouleverser cette affaire. Il était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'épais manuel du règlement de la prison. La page 247 était claire comme de l'eau de roche, aucun animal non autorisé n'était admis dans les locaux sécurisés, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle pourrait lui coûter toute sa carrière. Pourtant, quelque chose dans la supplication silencieuse et désespérée de Sarah persistait dans son esprit. Il avait vu des centaines de détenus affronter leurs dernières heures, certains imploraient la clémence, d'autres niaient leur culpabilité, d'autres encore s'en prenaient au monde. Mais Sarah Mitchell était différente. Elle ne demandait pas à vivre. Elle voulait seulement dire adieu à son chien. Crawford expira lentement et attrapa le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il composait le numéro du bureau du directeur à Austin. « Monsieur, j'ai une demande inhabituelle. La détenue Sarah Mitchell souhaite voir son chien, Max, avant l'exécution. » Un long silence. « Tu sais que c'est contraire au protocole, Jim. »« Je sais, monsieur. Mais elle a été une détenue modèle pendant 18 mois. Aucun incident, aucune violence, rien. Et ça, c'est la première chose qu'elle demande. » Une autre pause. « Que te dit ton instinct ?» Crawford regarda la cour en béton gris. « Mon instinct me dit qu'elle dit la vérité. Je ne sais pas comment je le sais, mais j'ai déjà vu de la vraie culpabilité, et elle ne la ressent pas comme eux. » Après un autre moment d'essoufflement, le réalisateur prit la parole. 20 minutes. Pas plus. Restez confidentiel. Protocole de sécurité maximale. En cas de problème, votre nom est en jeu. Crawford a raccroché et a appelé la sœur de Sarah. Mademoiselle Johnson, voici le directeur Crawford. Conduisez Max à la prison demain matin avant 7 heures. Sarah a obtenu une courte visite. Il y eut un silence stupéfait, puis le bruit de Rebecca haletant. Oh mon Dieu, merci. Merci. Elle va être tellement reconnaissante. Les conditions sont strictes, a averti Crawford. Max doit passer un contrôle de sécurité complet. La visite peut être annulée à tout moment. Rebecca promit de suivre toutes les instructions. Alors que Crawford mettait les choses en marche, un malaise le pesait sur la poitrine. Parfois, les décisions les plus insignifiantes peuvent tout changer. Il espérait seulement ne pas commettre la plus grave erreur de sa vie. À 6h45 précise, Rebecca Johnson arriva aux portes du centre de Huntsville, Max dans une cage à l'arrière de son SUV. Le berger allemand resta assis en silence, percevant la tension qui flottait dans l'air. Les mains de Rebecca tremblaient tandis qu'elle signait les formulaires nécessaires. « Suivez-moi » ordonna sèchement l'un des gardes. Ils la conduisirent dans une salle de sécurité stérile où le docteur Patricia, vétérinaire consultante de la prison, attendait avec son équipe. C'était une femme sérieuse d'une 50aine d'années, du genre à avoir tout vu et à ne pas faire confiance à grand-chose. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle calmement. « Max. Il est gentil. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. » Le docteur passa ses mains sur le corps de Max, vérifiant chaque centimètre carré, ses doigts efficaces et expérimentés. Max resta immobile, troublant d'immobilité, comme s'il comprenait la gravité du moment. Tout était normal, jusqu'à ce que ses doigts effleurent la fourrure derrière son oreille gauche. « Attendez. » Elle écarta doucement les cheveux en fronçant les sourcils. « Il y a une cicatrice, murmura-t-elle. 2 centimètres, chirurgicale. » Crawford s'approcha, l'estomac noué. « Serait-ce une vieille blessure ?»« Non, » dit doucement le docteur et en secouant la tête. « C'est précis. Propre. Chirurgical. Et récent. » Le visage de Rebecca pâlit. « C'est impossible. Max n'a pas été opéré. Pas depuis l'arrestation de Sarah. » Le docteur lança un regard inquiet à Crawford. « Le protocole exige une radiographie pour détecter toute trace chirurgicale inexpliquée. Il pourrait y avoir quelque chose d'incrusté. » Crawford a regardé sa montre. 7h20. Moins de 2 heures avant l'exécution. Fais-le. Et appelle le chef de la sécurité. À 7h45, un appareil de radiographie portable était en place. Max restait allongé en silence sur la table en acier froid pendant que le scanner prenait l'image.
Lorsque la première image s'affichait à l'écran, la pièce entière se figea. Un petit objet rectangulaire, aussi clair que le jour, était implanté sous la peau de Max. Pas une puce électronique standard. Plus gros. Complexe. Qu'est-ce que c'est, murmura Crawford. Le docteur y regarda avec incrédulité. C'est artificiel. Mais je ne peux pas dire ce que c'est d'ici. Le cœur de Crawford battait fort. Appelez les démineurs. Tout de suite. Quelques minutes plus tard, le sergent Rodriguez arriva avec son équipement. Il examina le cou de Max et confirma la présence de métal. Pas explosif, confirma Rodriguez. Mais certainement électronique. On dirait, du stockage? Peut-être. Je peux le retirer, a proposé le docteur Hay, mais j'ai besoin d'une autorisation. Fais-le, ordonna Crawford sans hésitation. Rebecca sanglotait silencieusement dans un coin. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, sa voix à peine audible. Qui ferait ça? Pourquoi? L'extraction n'a duré que quelques minutes. Le matériel qui en est ressorti n'était pas plus gros qu'une clé USB, enveloppée dans du plastique médical. Rodriguez l'a soigneusement tenue. C'est une carte micro SD modifiée. Pouvons-nous le lire? Demanda Crawford. Oui, monsieur. Il nous faudra un ordinateur portable pour la police scientifique. À 8h25, le technicien judiciaire Michael Torres était au travail. Il a inséré la carte. Des dizaines de fichiers audio sont apparus, soigneusement datés d'avril à septembre 2017. Il y a 43 dossiers, murmura Torres. Certains ne durent que quelques secondes. D'autres plus longtemps. Jouez le premier. La pièce se tut. Un bruit parasite emplit l'air. Puis la voix caractéristique de David Mitchell, le mari supposément assassiné de Sarah, se fit entendre. « Tu es sûr que ça va marcher, Ken ?» Un autre homme répondit, plus profondément, plus fermement. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Crois-moi. Quand on aura fini, tout le monde te croira mort. Et Sarah en portera le chapeau. » Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres. Crawford sentit le sang quitter son visage. Pendant un instant, personne ne bougea. La salle resta suspendue, incrédule. Torres cliqua sur un autre fichier. D'autres voix. D'autres complots. Le son de la tromperie, clair et accablant. Tout était là. La conspiration. La trahison. Le coup monté contre Sarah Mitchell. Appelez le gouverneur, ordonna Crawford d'une voix rauque. Maintenant. Tout avait changé. La preuve avait toujours été là, cachée à la vue de tous, protégée non par des murs ou des barreaux, mais par la loyauté d'un chien. Et maintenant, à la dernière minute, la vérité allait enfin éclater. Le temps de Sarah Mitchell n'était pas encore venu. Toute sa carrière militaire était visible à l'écran. 22 ans de service. Des missions en Irak et en Afghanistan. De nombreuses récompenses et médailles étaient listées. Cruz fit défiler la page. Théodore avait des relations avec d'autres officiers. Leur profil confirmait son histoire. Tout concordait. Oh non, murmura Cruz. Il continua de fouiller. Il tomba sur un article de journal de 2018. Le titre disait « Un major local de la marine prend sa retraite après une brillante carrière ». L'article montrait une photo de Théodore en uniforme, serrant la main d'un amiral lors de sa cérémonie de départ à la retraite. Il y était question de son service et de ses médailles. Les mains de Cruz tremblaient tandis qu'il cliquait sur d'autres liens. Tout confirmait les dires de Théodore. Cet homme était un véritable commandant de la marine, un vétéran décoré, un héros. « Capitaine » a crié Cruz, « vous devez voir ça. » Sullivan s'approcha, agacé. « Et maintenant, Cruz ?»« Monsieur, j'ai trouvé le profil du major Harrison en ligne. Il existe vraiment. C'est un vrai major de la marine. » Sullivan fixait l'écran de l'ordinateur. Son visage pâlit en lisant l'article. « C'est peut-être un faux, dit-il d'une voix faible. Monsieur, c'est du Charleston Post and Courier. C'est un vrai journal. La cérémonie a eu lieu à la base navale de Charleston. Il y a des photos, a insisté Cruz. Peters s'approcha pour regarder. Il resta bouche bée en voyant la photo militaire de Théodore. « Capitaine, c'est terrible » murmura Peters.
Les yeux de Sullivan restèrent fixés sur l'écran. L'article mentionnait les médailles de Théodore, étoile de bronze, purpurate, Navy Commendation Medal. Cet homme n'était pas un simple criminel. C'était un héros de guerre. Peut-être que quelqu'un a volé son identité, a essayé de dire Sullivan, le désespoir dans la voix. Cruz a sorti une autre photo de la cérémonie. Monsieur, regardez cette photo. C'est lui. Même visage, même carrure. Tout correspond. Théodore était assis sur sa chaise, les regardant silencieusement découvrir la vérité. Il ne dit pas, je vous l'avais bien dit. Il attendit simplement. Monsieur, dit doucement Cruz, nous avons arrêté un héros de guerre décoré parce qu'il était allé faire du shopping. La salle fut plongée dans un silence de mort. La vérité éclatait. Mais le mal était peut-être déjà fait. Comment s'excuser auprès d'un homme qui a tout donné pour son pays? Cruz imprima l'article et le remit à Sullivan. Le titre était clair, le major Theodore Harrison honoré lors d'une cérémonie de départ à la retraite. L'article provenait du Charleston Post and Courier, daté du 15 juin 2018. La photo montrait Théodore en uniforme bleu, debout aux côtés de l'amiral Robert Chen. La cérémonie avait eu lieu à la base navale de Charleston. Le major a servi avec distinction pendant 22 ans, pouvait-on lire dans l'article. Dont 2 missions de combat en Irak et une en Afghanistan. Il y était détaillé, sa Bronze Star, sa Purpurate et sa Navy Commendation Medal. Les mains de Sullivan tremblaient en lisant. Ce n'était pas un simple message internet. C'était un véritable article de presse avec des photos officielles. Peters se pencha. Capitaine, c'est lui. C'est le même homme assis là. L'article continuait. Le commandant du Major a salué son leadership lors de missions difficiles. Ted Harrison incarne le meilleur de la marine, avait déclaré l'amiral Chen. Son dévouement envers son pays et ses camarades marins est sans égal. Morrison s'approcha pour voir ce que tout le monde regardait. En voyant l'article, son visage pâlit. C'est impossible, murmura-t-il. Cruz a trouvé un autre article, cette fois du Navy Times. Mêmes informations. Même photo. Même citation de l'amiral. Monsieur, plusieurs sources le confirment, dit Cruz doucement. Théodore resta assis, les regardant reconstituer la vérité. Il leur avait dit qui il était depuis le début. Il ne l'avait simplement pas écouté. Sullivan regarda Théodore puis l'article. La photo le montrait recevant une médaille des mains de l'amiral. Son uniforme était couvert de rubans et de décorations. Major Harrison, dit lentement Sullivan. Vous? Tu ne m'as pas cru, termina calmement Théodore. Peters a trouvé une autre photo en ligne. On y voyait Théodore avec son unité en Afghanistan, clairement aux commandes, donnant des ordres à d'autres soldats. Capitaine, c'est un vrai, murmura Peters. Sullivan s'enfonça lourdement dans son fauteuil. 22 ans de loyaux services à son pays, de multiples missions de combat, des médailles pour bravoure, et on l'avait traité comme un vulgaire criminel. Monsieur, que faisons-nous maintenant? Demanda Cruz. Sullivan regarda Théodore, toujours menotté à sa chaise. Le poids de leur erreur s'abattit sur eux. Comment affronter un héros que l'on a traité comme un criminel? Cruz savait qu'il devait vérifier les images des caméras piétons. Le règlement du département l'exigeait pour chaque arrestation. Il se rendit à la salle des preuves et récupéra les images des caméras de Morrison et Peters. Capitaine, il faut qu'on visionne les images de l'arrestation, dit Cruz. Sullivan ne voulait pas les voir. Il savait déjà que ce serait mauvais. Mais la procédure l'exigeait. Cruz a branché les caméras sur l'ordinateur. Les images sont apparues sur le grand écran. Tout le monde dans la salle a regardé. La vidéo montrait Théodore debout près de sa voiture, en train de consulter son téléphone. Il avait l'air calme, normal, juste un homme consultant ses messages. Puis Morrison et Peters se sont approchés. Le son était clair. « Retourne-toi et mets tes mains sur la voiture », dit la voix de Morrison. Théodore parut perplexe. « Il y a un problème, officier ? Nous avons reçu un appel concernant une personne suspecte qui regardait des voitures. Je lisais justement un message de ma petite fille avant d'aller faire les courses. » La vidéo montrait Théodore essayant de s'expliquer. Son ton était poli et respectueux. « Je suis un vétéran. Major de la marine à la retraite. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous le souhaitez. »
La voix de Peters était claire. Tout le monde a une histoire. On les a toutes entendues. Théodore a réessayé. J'ai servi ce pays pendant 22 ans. Ma carte militaire est dans mon portefeuille. La voix de Morrison devint dure. Personne ne t'a demandé de raconter ta vie. La vidéo montre Théodore cherchant lentement son portefeuille. Morrison le plaque alors contre la voiture. J'ai dit, les mains en l'air. J'essayais juste de te montrer ma carte d'identité comme tu me l'as demandé, dit calmement Théodore. Les images étaient accablantes. On y voyait Théodore poli, coopératif. On le voyait tenter de s'identifier à 4 reprises. On voyait les policiers ignorer tout ce qu'il disait. Sullivan regarda avec horreur Théodore être menotté et humilié devant des dizaines de personnes. L'homme ne réagit jamais. Il n'éleva jamais la voix. Il ne perdit jamais sa dignité. Éteins-le, murmura Sullivan. Monsieur, il y a plus, dit doucement Cruz. La vidéo continuait. On y voyait Théodore assis à l'arrière de la voiture de police. Même là, il était parfaitement droit, dans une posture impeccable, comme un soldat. Peters s'essuya le front en sueur. Ça a l'air vraiment mauvais, murmura-t-il. Morrison ne dit rien. Il savait que sa carrière était probablement terminée. Les images ne mentaient pas. Elles montraient la vérité. Un héros de guerre décoré avait été arrêté pour avoir fait du shopping parce qu'il était noir. Les caméras avaient tout filmé. Théodore regarda autour de lui dans la pièce silencieuse. Il était toujours menotté, mais sa voix restait calme et posée. « Messieurs, je veux que vous compreniez une chose, dit Théodore doucement. Il ne s'agit pas que de moi. Cela arrive tous les jours aux vétérans. » Sullivan ne pouvait soutenir son regard. Morrison fixait le sol. « Savez-vous que 22 vétérans se suicident chaque jour dans ce pays ?» poursuivit Théodore. Beaucoup d'entre eux se sentent oubliés. Indésirables. Comme si leur service n'avait aucune valeur. Cruz avait la nausée. Cet homme avait servi avec honneur, et il l'avait traité comme un moins que rien. Je n'ai pas combattu en Irak et en Afghanistan pour rentrer chez moi et être traité comme un criminel, a déclaré Théodore. Mais je comprends pourquoi c'est arrivé. Peters leva les yeux. Monsieur, nous sommes désolés. Nous avons commis une terrible erreur. Théodore hocha la tête. Oui, tu l'as fait. Mais l'erreur n'a pas été de m'arrêter. L'erreur a été de ne pas me considérer d'abord comme un être humain. Tu as essayé de nous dire qui tu étais, murmura Cruz. 4 fois, dit Théodore. Je t'ai dit 4 fois que j'étais un vétéran. Tu as ri. La salle était complètement silencieuse. Tout le monde savait qu'il avait raison. J'ai vu des hommes de bien mourir pour ce pays, poursuivit Théodore. Des hommes qui croyaient que l'Amérique méritait d'être défendue. Qu'il valait la peine de mourir pour elle. Sa voix n'était ni furieuse ni forte. Il parlait comme un professeur expliquant quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, j'ai appris que certains pensent que la couleur de ma peau compte plus que mon service. Cela fait plus mal que n'importe quelle balle ennemie. Finalement, Sullivan prit la parole. Major Harrison, nous avions tort. Complètement tort. Oui, tu l'étais, dit doucement Théodore. Mais je ne te dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je te le dis pour que tu t'en souviennes la prochaine fois. Il regarda chaque officier. Le prochain vétéran que vous rencontrerez ne sera peut-être pas aussi patient que moi. Il ne sera peut-être pas aussi calme que moi. Et quand cela arrivera, j'espère que vous vous souviendrez de ce jour. Cruz s'avança et commença à retirer les menottes. Ses mains tremblaient. Monsieur. Je suis désolé pour ce que nous vous avons fait subir. Théodore se frotta les poignets là où se trouvaient les menottes. Merci, mon fils. Je vois que tu as appris quelque chose aujourd'hui. La dignité dont Théodore a fait preuve face à l'injustice a enseigné à tous une leçon inoubliable. Cruz, les mains tremblantes, a retiré les menottes. Il lui a fallu 3 essais, tellement il était nerveux. Monsieur, je suis profondément désolé, dit Cruz en libérant les poignets de Théodore du métal froid. Théodore frotta les marques rouges laissées par les menottes. Merci, officier Cruz. Sullivan s'éclaircit la gorge, gêné. Major Harrison, nous vous devons des excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. Non, acquiesça calmement Théodore, cela n'aurait pas dû.
Par les portes vitrées du commissariat, une jeune femme entra. Elle avait environ 17 ans, le visage empli d'inquiétude. « Grand-père » cria-t-elle. Le visage de Théodore s'illumina. « Emma !» La jeune fille se jeta dans ses bras et le serra fort. Théodore la serra contre lui, fermant les yeux un instant. « Je vais bien, ma princesse » murmura-t-il. Emma se recula pour le regarder. « J'étais au centre commercial comme prévu, et puis j'ai vu tous ces gens avec leur téléphone sur le parking. On m'a dit que tu étais là. Je vais bien maintenant. C'était juste un malentendu. » Emma se tourna brusquement vers les policiers. « Un malentendu ? Ils ont arrêté mon grand-père alors qu'il faisait des courses. » Cruz s'avança. « Mademoiselle, nous avons commis une terrible erreur. Votre grand-père est un héros. » « Je sais que c'est un héros, » dit Emma fermement. « Il a toujours été mon héros. » Théodore lui passa un bras autour des épaules. « Emma, ces policiers ont compris qu'ils avaient fait une erreur. L'agent Cruz a aidé à clarifier les choses. » Emma n'était toujours pas satisfaite. « Ils t'ont menotté en public comme un criminel. » « Oui, » acquiesça doucement Théodore, « mais maintenant ils comprennent. Ils y réfléchiront à 2 fois la prochaine fois. » Sullivan s'approcha. « Major Harrison, pouvons-nous faire quelque chose pour arranger les choses ?» Théodore baissa les yeux vers sa petite fille, puis vers Sullivan. « Tu peux en tirer des leçons. Fais en sorte que le prochain vétéran qui franchira ta porte ne soit pas traité de la même façon. » Emma lui serra la main. « Tu vas vraiment bien, grand-père ? Je me sens mieux maintenant que tu es là. » L'agent Peters rendit la serviette et le téléphone de Théodore. « Monsieur, vos effets personnels. » Théodore consulta son téléphone. Emma l'avait appelé plusieurs fois et lui avait envoyé des messages inquiets. « Prête à aller acheter ton cadeau d'anniversaire ?» lui demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Elle sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Si tu es sûr d'être partant. Un peu de harcèlement policier ne m'empêchera pas de gâter ma petite fille. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Cruz a crié « Major Harrison !» Théodore se retourna. « Merci pour votre service, monsieur. » Théodore hocha la tête. « Merci de votre écoute, officier Cruz. » Enfin libre, Théodore a montré à sa petite fille que la dignité et le pardon sont les véritables marques de force. Ce soir-là, Théodore était assis dans son salon avec Emma. Elle l'encouragea à raconter son histoire en ligne. « Grand-père, les gens doivent savoir ce qui s'est passé, » dit Emma. Théodore ouvrit son compte Facebook. Il n'avait pas beaucoup posté auparavant, mais cela lui semblait important. Il tapa. « Aujourd'hui, j'ai été menotté et arrêté alors que je faisais des courses pour l'anniversaire de ma petite fille. J'ai servi ce pays pendant 22 ans. J'ai effectué 2 missions en Irak et une en Afghanistan. Mais apparemment, ça n'a aucune importance si vous êtes noir et que vous vous trouvez au mauvais endroit. » Il a joint une photo de ses médailles militaires exposées dans leur vitrine, étoiles de bronze, Purple Hat, Navy Commendation Medal et autres. Des années à défendre l'Amérique. Aujourd'hui, j'ai appris que certains voient encore la couleur de ma peau avant mon service. Emma lut par-dessus son épaule. « C'est parfait, grand-père. » Théodore cliqua sur « Publier » et ferma l'ordinateur. Moins d'1 heure plus tard, son téléphone se mit à vibrer. « Grand-père, les gens partagent ton message. » Le lendemain matin, l'histoire de Théodore avait été partagée des milliers de fois. Des personnes ont commenté leurs propres expériences de discrimination. D'autres vétérans ont partagé des histoires similaires. Les médias locaux ont pris contact avec lui. Théodore a décliné la plupart des interviews, mais a accepté de s'exprimer à la base navale où il avait pris sa retraite. « Je ne veux pas que ce soit une question de vengeance », a déclaré Théodore à un journaliste. « Je veux que ce soit une question d'éducation. » Une semaine plus tard, Théodore s'adressa à une salle remplie de jeunes marins. « Le respect n'est pas une question de grade ou de couleur de peau, leur dit-il. Il s'agit de voir la personne en face de soi. » L'association des vétérans de Charleston l'a invité à prendre la parole lors de sa réunion mensuelle. Théodore a évoqué les difficultés rencontrées par les vétérans à leur retour au pays. « Nous nous sommes battus pour la liberté de tout », a-t-il déclaré. Mais certains d'entre nous doivent encore se battre pour le respect le plus élémentaire. Son histoire s'est répandue dans d'autres villes. Des associations d'anciens combattants l'ont invité à prendre la parole. Il délivrait toujours le même message, « Il ne s'agit pas de moi.
Il s'agit de nous tous. Emma était fière de son grand-père. Tu fais une différence, grand-père. C'est tout ce qu'un soldat peut espérer, répondit Théodore. Le jeune marine du centre commercial a contacté Théodore via Facebook. Monsieur, je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus ce jour-là. Théodore répondit, tu as essayé de parler. Il t'a fallu du courage. Ne l'oublie jamais. Les médias sociaux ont transformé l'humiliation de Théodore en quelque chose de plus grand, une conversation sur le respect, le service et la nécessité de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. L'histoire de Théodore s'est répandue dans tout le pays, transformant l'injustice d'un homme en un mouvement pour la dignité et la compréhension. 2 mois après l'incident, la police a conclu son enquête. Théodore a reçu une lettre du chef de la police. Major Harrison, commençait la lettre, après un examen approfondi, nous avons déterminé que nos officiers n'ont pas suivi les procédures appropriées lors de votre arrestation. L'enquête a révélé que le sergent Morrison avait déjà fait l'objet de 3 plaintes, toutes liées à des mauvais traitements infligés à des citoyens issus de minorités. L'agent Peters a été suspendu sans solde pendant 15 jours et contraint de suivre une formation sur la diversité. Le sergent Morrison a été muté à l'équipe de nuit. Sa promotion au grade de lieutenant a été annulée. Il conserverait son grade actuel pendant au moins 2 ans. Le capitaine Sullivan a reçu un blâme officiel, inscrit à son dossier de façon permanente, affectant ses futures promotions. L'agent Cruz a demandé une mutation aux relations communautaires. Il souhaitait contribuer à rétablir la confiance entre la police et la communauté. Cruz a également écrit à Théodore une lettre personnelle. Monsieur, vous m'avez appris que le courage implique parfois de remettre en question les ordres. Je n'oublierai jamais cette leçon. Théodore conserva la lettre. Il était fier que son expérience ait eu des retombées positives. Le service de police a également mis en œuvre des réformes. Tous les agents ont suivi une nouvelle formation sur les préjugés inconscients. Ils ont été sensibilisés à la culture militaire et ont appris à reconnaître les anciens combattants. La politique relative aux caméras piétons a été renforcée, les agents doivent désormais expliquer devant la caméra les raisons de chaque arrestation. Théodore a rencontré le chef de la police pour discuter des changements. Ce sont de bonnes mesures, a déclaré Théodore. Mais le véritable changement doit venir du cœur. Le chef acquiesça. Nous essayons de faire mieux, Major Harrison. Je sais que tu le es. Et j'en suis reconnaissant. Les mesures disciplinaires n'ont pas fait l'unanimité. Certains estimaient que les policiers auraient dû être licenciés. D'autres estimaient qu'ils avaient été punis trop sévèrement. Théodore n'était d'accord avec aucun des 2 camps. La justice n'est pas une question de vengeance, a-t-il déclaré à un journaliste. Il s'agit d'apprendre et de grandir. Emma a demandé à son grand-père s'il était satisfait du résultat. Princesse, si ces officiers ont retenu quelque chose, alors oui. S'ils traitent le prochain vétéran avec respect, alors mon humiliation n'aura pas été vaine. Le département l'a invité à prendre la parole lors de séances de formation. Il a accepté, espérant ainsi éviter à d'autres vétérans de vivre ce qu'il avait vécu. De véritables conséquences ont entraîné un véritable changement. Mais Théodore savait que la véritable justice naît d'un changement des mentalités, et pas seulement d'un changement de politique. 3 mois plus tard, Théodore et Emma visitèrent le musée naval de Patriots Point à Charleston. Ils parcoururent les expositions retraçant l'histoire et les traditions de la marine. Un jeune homme s'approcha d'eux près de la maquette du destroyer. Il paraissait avoir environ 25 ans et portait une casquette de vétéran. « Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous le Major Harrison ?» Théodore hocha la tête. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Marcus Williams. J'ai vu votre histoire en ligne. Elle m'a donné le courage de m'exprimer au travail. » « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda doucement Théodore. Marcus semblait nerveux. « Je travaille dans une banque. Mon supérieur n'arrêtait pas de se moquer de mon service militaire. Il m'appelait G.I. Joe devant les clients. Je me sentais humilié. »« Ce n'est pas bien, » dit Emma sèchement. « J'avais peur de me plaindre, » a admis Marcus. « J'ai cru perdre mon emploi. Mais après avoir vu comment tu as géré la situation, je l'ai signalé au RH. » Théodore sourit. « Tant mieux pour toi. Que s'est-il passé ? » Ils l'ont transféré et ont mis en place une nouvelle formation sur le respect des vétérans. Théodore posa une main sur l'épaule de Marcus. « Tu as bien fait. » « Merci, monsieur.
Votre courage m'a redonné du courage. Alors que Marcus s'éloignait, Emma serra fort son grand-père dans ses bras. Regarde ce que tu as commencé, grand-père. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres vétérans ont contacté Théodore. Ils ont partagé des histoires de discrimination au travail, dans les magasins, dans leur quartier. Nombre d'entre eux ont déclaré que son exemple leur avait donné la force de s'exprimer. Un groupe s'est formé naturellement, des vétérans ayant subi des traitements similaires. Ils se réunissaient une fois par mois à l'hôpital des anciens combattants. Ils se surnommaient « Debout ensemble ». Emma a assisté à une réunion. Elle a été stupéfaite par les histoires qu'elle a entendues. « Grand-père, je ne savais pas que cela arrivait si souvent. Maintenant, tu sais, princesse. Et la connaissance est la première étape vers le changement. » Théodore est devenu le chef officieux du groupe, non pas parce qu'il recherchait le pouvoir, mais parce que les autres l'admiraient. « Pourquoi as-tu décidé de partager ton histoire publiquement ?» demanda un jour Emma. Théodore réfléchit un instant. L'honneur militaire ne s'arrête pas lorsqu'on quitte l'uniforme. Défendre la justice reste notre devoir, même lorsque l'injustice vient de notre propre peuple. Surtout dans ces moments-là, Emma. C'est là que le courage compte le plus. 6 mois après son arrestation, Théodore reçut une invitation à prendre la parole à l'Académie navale. Les jeunes officiers avaient besoin d'entendre son message. « Votre devoir envers votre pays ne s'arrête pas à la retraite », leur a-t-il dit. Défendre les valeurs que vous avez juré de défendre est un engagement à vie. Théodore comprenait désormais que son service avait pris une nouvelle forme. Il défendait toujours l'Amérique, mais d'une manière différente. L'héritage de Théodore s'est développé à mesure qu'il a transformé l'injustice personnelle en un mouvement pour la dignité et le respect de tous ceux qui avaient servi.